Mesdames, Messieurs, merci de votre présence pour ce point presse concernant les nouvelles mesures annoncées par le prince souverain hier soir et concernant la lutte contre la pandémie du Covid. Cela dit, pour commencer ce moment, je voudrais, comme l'a fait hier soir le prince, présenter au nom du gouvernement princier nos plus sincères condoléances à la France, à la ville de Nice, à propos des attentats qui ont eu lieu hier. L'attentat d'hier, en plus, vient après d'autres événements, après ce drame de juillet 2016. Et donc, je voudrais à cette occasion exprimer notre solidarité, notre amitié à l'égard de la ville de Nice et plus généralement de la France. Et donc, nous sommes bien sûr tout à fait mobilisés. Le conseiller ministre pour l'Intérieur, Patrice Cellario, a été bien sûr tenu informé de façon constante de l'évolution de la situation à Nice et il a immédiatement pris toutes les dispositions nécessaires en termes de renforcement de la vigilance et notamment de contrôle et de surveillance des sites les plus sensibles de la principauté. Vendredi dernier, nous vous avons annoncé de nouvelles mesures concernant la lutte contre cette pandémie du Covid. Il y a eu des mesures assez fortes qui ont été présentées et nous n'avions pas caché à cette occasion que ces mesures pourraient évoluer si des éléments nouveaux apparaissaient. En l'espèce, 2 éléments nouveaux sont apparus. Premier élément, la décision qui a été prise en France de fixer un confinement sur l'ensemble du territoire national avec de nouvelles mesures plus rigoureuses pour lutter contre la pandémie. Nous sommes naturellement obligés de tenir compte de ce que décide la France en la matière, parce que nous pouvons en avoir des conséquences. Pour autant, il n'est pas évident que les mêmes mesures soient applicables, soient intégralement retransposées, parce que la situation n'est pas la même et parce que la principauté, bien sûr, a des spécificités. Le deuxième élément que nous avions déjà signalé et qui se poursuit, c'est l'aggravation de la situation. Même si, répétons-le, la situation est moins grave qu'en France ou même dans les Alpes-Maritimes, elle demeure quand même grave. Et cela se voit naturellement en premier chef par les indicateurs que nous avons, et notamment le taux d'incidence qui traduit le nombre de cas positifs enregistrés sur les 7 derniers jours rapportés à 100 000 habitants. Ce taux a été, il y a 4 semaines, de 32. Il est passé à 82, puis à 108, et il est maintenant à 168. Effectivement, c'est moins que les Alpes-Maritimes qui ont un chiffre actuellement de 241. Et c'est encore moins que l'ensemble national français, puisque la moyenne nationale est supérieure à celle des Alpes-Maritimes. Simplement, même si ces chiffres sont moins forts, ils traduisent la même tendance, ce que les statisticiens appellent le même trend, c'est-à-dire la même évolution parallèle. Et donc, cela nous oblige aussi à prendre un certain nombre d'autres mesures. Nous avons donc, dès la journée d'hier, à la demande du prince souverain, fait un travail de réflexion avec les membres du gouvernement. Puis, nous avons eu une réunion de travail avec le groupe Santé Sciences, puisque nous avons besoin de ses avis, de ses expertises, pour asseoir les décisions que nous serions amenés à prendre. Bien évidemment, parce que ces mesures ont toujours une répercussion,
sur la vie sociale, économique et même politique, nous avons, dans le cadre du comité mixte, eu un contact approfondi avec une délégation du Conseil national. Nous avons même aussi reçu des délégations des principales filières économiques, de chefs d'entreprise représentant des secteurs différents. Patrice Célario a également reçu des représentants du monde de la culture et a eu des contacts avec des représentants du monde des sports, de façon à ce que l'on puisse à la fois entendre leurs remarques, leur faire part de nos intentions et valider auprès d'eux un certain nombre de mesures sur lesquelles nous avions commencé à travailler. Donc il y a eu cette concertation intense dans la journée d'hier qui nous a permis de présenter au souverain un certain nombre de mesures, un certain nombre d'hypothèses qu'il a validées. Alors, pour ce qui concerne la principauté, le principal point qui constitue l'amorce de tout le dispositif qu'il faut comprendre, c'est que nous n'avons pas choisi le confinement. Nous n'avons pas choisi le confinement parce que nous considérons que la situation ne le justifie pas et que les conséquences économiques dans la principauté ne le justifient pas non plus. Ça ne veut pas dire que nous oublions tout à fait cette disposition, notamment si la situation devait encore plus s'aggraver. Nous avons donc choisi d'opter pour le couvre-feu. Le couvre-feu présente plusieurs caractéristiques qui constituent autant d'avantages. C'est qu'il permet aux gens de se déplacer et donc à beaucoup d'activités économiques de continuer à fonctionner normalement. Mais qui dit couvre-feu dit horaire restrictif pour ces mêmes déplacements. Et cet horaire restrictif sera le suivant. Le couvre-feu sera opérant de 20h à 6h du matin. C'est-à-dire que la liberté de déplacement et le fonctionnement normal des activités économiques se tiendront entre 20h et 6h. Pourquoi cette mesure? Parce que nous considérons qu'elle présente donc des avantages, parce que nous devons tenir toujours le même équilibre, celui de la préservation de la santé publique, mais également de la situation économique. Plusieurs avantages parce qu'il nous permet de lutter contre la pandémie sans pour autant générer des conséquences qui seraient graves et qui, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ne sont pas encore justifiées. Nous partons aussi du constat suivant, qui motive qu'il y ait des mesures fortes qui soient prises, autant le couvre-feu que le confinement éventuellement. Cette situation est la suivante. Comme nous l'avons dit la semaine dernière, près de la moitié des contaminations se font au sein de la sphère privée familiale. C'est-à-dire que les moments de contamination apparaissent particulièrement sensibles et importants dans le cadre de la structure familiale quand sont accueillies des personnes en plus de la même famille, mais parents plus loin, plus éloignés, amis, toutes sortes de personnes qui peuvent venir, ce qui est tout à fait normal dans une société de liberté comme la nôtre. Mais il faut bien que la population se rende compte et soit consciente que c'est dans ce contexte où il y a un peu plus de monde que d'habitude dans un appartement ou dans une maison, que l'on néglige les gestes barrières, parce que l'on a, et c'est normal, un souci de convivialité. Eh bien, c'est dans le cadre de cette sphère privée, de cette sphère familiale, qu'il peut y avoir le plus de risques de contamination. Donc là, il y a des choses qui ne peuvent pas faire l'objet d'une réglementation. Mais il faut bien comprendre que la décision
d'instituer un couvre-feu répond à cette volonté de faire en sorte que soit limité le plus possible les présences extérieures dans l'environnement strictement familial, dans une maison ou un appartement. Donc, le fait qu'il y ait couvre-feu à partir de 20 h, dans notre esprit, permet, ou tout au moins doit faciliter la recherche de cet objectif, c'est-à-dire le moins de manifestations familiales nombreuses, voire même plus du tout, et respect des gestes barrières dans l'enceinte familiale. C'est une affaire, donc, surtout de responsabilité individuelle, et on veut que chacun soit bien conscient de cela. Parallèlement, et dans la même logique, nous avons décidé d'étendre l'obligation du port du masque à l'ensemble de l'espace public dans la Principauté et à un certain nombre d'autres lieux dans l'espace privé, tout spécialement les espaces dans les parkings, les ascenseurs privés ou publics, les parties communes des immeubles. On pourra revenir là-dessus, bien évidemment, notamment avec le ministre de l'Intérieur. Mais retenons bien cela, l'obligation du port du masque. Nous recommandons, parce que nous ne pouvons pas procéder à une obligation, nous recommandons également vivement que ce port du masque puisse être respecté dans l'enceinte familiale quand on reçoit une personne qui est souffrante ou une personne qui est extérieure à la famille. Donc dans les deux cas, nous recommandons, y compris dans l'environnement familial et privé, le port du masque. Alors, que se passe-t-il dans les restaurants ? Nous considérons aujourd'hui, au regard des données épidémiologiques qui nous sont communiquées, que finalement, si un restaurant respecte bien les mesures barrières, il y a moins de risques d'être dans un restaurant que d'être dans d'autres endroits où il y a beaucoup plus de monde et où les gestes barrières ne sont pas appliqués ou respectés ou insuffisamment. Cela nous conduit à établir une dérogation pour le couvre-feu pour ce qui concerne les restaurants. Comme je viens de vous le dire, le couvre-feu commence à partir de 20 h. Nous avons décidé pour les restaurants un régime particulier dérogatoire qui fait que le restaurant ne pourra plus servir de dîner à partir de 21h30, de façon à ce que l'ensemble des personnes, des clients, puissent être revenus à leur maison avant 22 h. Nous demandons aussi au restaurant de conserver la règle que nous avons établie, que nous avons indiquée la semaine dernière, à savoir pas plus de 6 personnes par table. Et nous souhaitons également qu'il y ait une distanciation minimale d'1,50 m entre deux tables. Par ailleurs, la plupart des activités économiques continueront à fonctionner. Et notamment, les commerces seront ouverts. Je considère, j'en ai fait personnellement l'expérience, qu'en Principauté, au sein des commerces, les mesures barrières sont parfaitement bien respectées, en ce sens qu'il y a toujours du gel qui est proposé à l'entrée et des masques qui sont portés et par le personnel et par les clients. Il y a des cas qui ont été contrôlés et qui ont fait l'objet de mesures d'admonestation, si j'ose dire, pour leur rappeler quelles étaient leurs obligations, mais ces phénomènes sont extrêmement rares. Donc, les commerces demeurent ouverts, mais bien entendu, sous réserve que les mesures barrières soient rigoureusement appliquées. D'autres activités économiques importantes continueront à fonctionner normalement, comme le bâtiment et les travaux publics. On pourra revenir là-dessus. Marie-Pierre Gramalia pourra vous donner d'autres précisions, si vous le souhaitez, à ce sujet. Sur le plan culturel, qui est un vecteur important d'attractivité pour la Principauté, eh bien, il y aura aussi la possibilité d'assister à des spectacles au théâtre, à des films au cinéma, dans la limite
des horaires du couvre-feu. Il pourra y avoir toutefois des dérogations jusqu'à 21h30 si un spectacle déborde 20h. Pour le restaurant, si l'on sort de nuit et parce que l'on vient d'un restaurant, au-delà de l'horaire de couvre-feu, nous avons prévu une attestation que devront remplir les restaurateurs pour établir que telle personne a fréquenté le restaurant. Pour ce qui concerne les spectacles, il y aura donc un ticket, le ticket du spectacle, du cinéma ou de la salle de théâtre, qui établiront que la personne vient d'assister à ce spectacle. Par ailleurs, là aussi Patrice Célario pourra revenir là-dessus, les écoles, les collèges, les lycées et même l'université internationale continueront de fonctionner normalement. En revanche, les bars, les salles de sport seront fermées. Parce que la situation n'est pas la même et que certains contrôles effectués ont montré que les choses ne se produisaient pas de la même façon que dans d'autres centres. Par ailleurs, je voulais vous indiquer que naturellement, nous recommandons le plus possible le recours au télétravail, à la fois dans les administrations, et cela sera fait au sein du gouvernement, mais également dans l'ensemble des activités de services, notamment les banques, les institutions financières, les assurances, toutes ces entreprises où le télétravail est possible, ce qui n'est pas le cas dans d'autres activités, notamment celles que j'ai rappelées tout à l'heure. Par ailleurs, bien évidemment, le centre hospitalier est parfaitement bien mobilisé. Là aussi, à la différence du département des Alpes-Maritimes ou de la France, là, il n'y a pas encore de phénomène de saturation, même si il y a plus de personnes en réanimation qu'il y a 3 ou 4 semaines. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas dans une situation grave. On est dans une situation qui commence à être critique, mais qui n'est pas gravissime. Donc là aussi, l'hôpital est mobilisé. Et je tiens d'ailleurs à ce sujet, comme l'a fait le prince souverain hier, rendre hommage à tous ceux qui, dans le domaine de la santé, dans le domaine sanitaire, travaillent dans ces établissements. Enfin, toujours en matière de santé, comme vous le savez, comme nous l'avons déjà indiqué, en principauté, la capacité à procéder à des tests est proportionnellement importante et certainement parmi les plus importantes en Europe. Cela dit, nous avons donc convenu, à partir de nouveaux moyens dont nous pourrions disposer, de pouvoir faire à partir du mois de novembre beaucoup plus de tests, en expérimentant même d'autres types de tests qu'aujourd'hui. Et Didier Gamerdinger pourra revenir là-dessus, parce que cela pourrait nous permettre notamment d'établir de nouveaux critères de priorité en ce qui concerne le recours aux tests. Voilà, pour terminer, 2 choses. La première, c'est que la réussite de ce dispositif, qui est complexe, qui est multiforme, sa réussite n'est possible que s'il y a un sens civique affirmé, que s'il y a un esprit de responsabilité qui est affirmé au sein de la population de la principauté. Je note qu'il y a ce comportement. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, notamment sur le port du masque, sur le respect des mesures barrières, notamment dans les commerces, montre cela. Il ne faut pas baisser la garde. Il faut rester très vigilant. Il faut respecter les mesures barrières. Il ne faut pas hésiter à dire à quelqu'un même quelqu'un que l'on apprécie, que l'on connaît, qu'il ne porte pas de masque ou qu'il faut qu'il fasse attention, qu'il respecte un certain nombre de mesures. Il ne faut pas éviter cela. Donc, soyons très vigilants et la responsabilité de chacun est indispensable. La deuxième chose, j'insiste toujours là-dessus, j'ai employé à plusieurs reprises l'expression « pour l'instant ». C'est-à-dire que nous présentons aujourd'hui des mesures qui nous paraissent adaptées à la situation.
Les choses pourraient évoluer. Par exemple, un dispositif encore plus renforcé si la situation, à nouveau, devait s'aggraver. Il faut en être bien conscient. Mais nous faisons confiance dans la responsabilité de tous. Je crois que l'ensemble des partenaires, les entreprises, les associations, tout le monde est très mobilisé, tout comme l'est le gouvernement, le Conseil national, la mairie de Monaco. Tous les partenaires sont mobilisés parce que conscients de la situation. Vous avez un rôle très important à tenir pour bien rappeler à tous les habitants de la principauté, monégasques et résidents étrangers, quels sont leurs devoirs et quel doit être leur sens de la responsabilité. Voilà, nous sommes prêts, tout au moins les différents ministres, à répondre à toutes vos questions que vous ne manqueriez pas de nous poser. Merci. Alors, la première question, monsieur. Le couvre-feu n'a pas vraiment fonctionné en France, il n'a pas porté les fruits attendus. Ici, pourquoi vous avez fait le choix de garder cette étape? Est-ce que vous avez beaucoup discuté entre vous sur l'éventualité ou pas d'imposer déjà un confinement en principauté dès ce week-end? Je vous ai donné un élément d'explication tout à l'heure, à savoir que le confinement, il a des conséquences, que la situation à Monaco est une situation difficile, grave, mais qu'elle n'a pas le même niveau qu'en France. Cela dit, nous sommes obligés de prendre en compte la situation en France, bien évidemment. Il y a ici beaucoup de salariés qui sont transfrontaliers, il y a beaucoup de porosité entre la principauté et les communes voisines. On pourra revenir là-dessus. Laurent Anselmi pourra répondre à des questions à ce sujet. Mais à l'heure actuelle, la question du couvre-feu, certes, n'a pas donné peut-être toutes les réponses en France. Elle a été sur 15 jours, notamment, elle s'est déroulée sur 15 jours à Marseille, à Paris, à Lille et à Lyon, sur une semaine seulement, sur en gros la moitié ouest de la France. Bon, je répète que pour l'instant, eu égard à la situation dans laquelle nous sommes, nous pensons que cette mesure est déjà un progrès important, ou tout au moins une évolution importante dans la, dans les mesures, dans la rigueur plus grande que l'on demande ou que l'on exige, sans pour autant avoir des conséquences économiques qui seraient pour l'instant extrêmement difficiles. La France, c'est ce qui est normal, c'est le choix qui a été fait, je ne vais pas dire le contraire, je suis un haut fonctionnaire français d'origine, comme chacun sait, et la France a choisi parce qu'elle voulait une mesure simple et globale sur le plan national. Bon, ici, pour l'instant, eu égard aux spécificités, nous avons l'espoir, mais si les choses ne s'améliorent pas, je vous ai dit tout à l'heure qu'elles pouvaient être à nouveau remises en cause, ou permettre une évolution. Pour l'instant, on pense que cette mesure peut être adaptée pour limiter notamment le fait que dans la sphère privée, notamment parce que d'autres personnes viennent dans les familles pour les visiter, pour passer une soirée, que le fait qu'il y ait couvre-feu nous permettra de limiter fortement, pas d'empêcher, mais de limiter fortement l'accès d'autres personnes à la cellule familiale. J'espère me faire comprendre, je ne veux pas être trop théorique là-dessus. Donc, s'il y a, supposons, une famille nucléaire de base, de 2 parents, 2 enfants, le risque de contamination existe, bien évidemment, mais le risque de contamination est plus fort si d'autres personnes viennent qui ne font pas partie de ce noyau familial au sens strict du terme, que les gestes barrières sont oubliés à l'intérieur de l'appartement ou de la maison,
que l'on se comporte comme si la pandémie n'existait pas, comme si elle s'arrêtait à la frontière de l'habitation. Et donc, c'est sur ce sujet, c'est pour faire face à cet objectif que nous pensons que le couvre-feu peut être utile. Mais je vous le répète, cet objectif-là ne peut être sérieusement respecté que s'il y a une prise de responsabilité dans la population. À la fermeture des bars et des salles de sport, à partir de quand c'est effectif? Est-ce que les bars-restaurants sont concernés? Est-ce qu'ils peuvent rester ouverts s'ils sont bars-restaurants? Et qu'est-ce qui a guidé votre choix pour la fermeture des bars et des salles de sport? Pourquoi vous avez ciblé ces deux entités? De mise en œuvre du dispositif, j'ai oublié de vous le dire, ça a été annoncé par le souverain, mais c'est donc samedi minuit ou dimanche 0 heure. C'est-à-dire que samedi soir, les bars et les restaurants peuvent fermer à 23h30. Alors, on s'est aperçu que pour certains des établissements que vous citez, les règles n'étaient pas toujours suffisamment bien respectées, qu'il y avait... la semaine dernière, nous avons indiqué qu'on interdisait les manches debout, parce qu'ils étaient source, dans certains établissements, le temps passant, de contacts un peu trop rapprochés. Bon, nous pensons de toute façon qu'il ne faut pas multiplier les objets de déplacement. Il y a les commerces, et on a choisi de ne pas s'en tenir aux commerces prioritaires que sont l'alimentation et les pharmacies, mais d'aller plus loin. Mais il y a quand même des objets de déplacement, des raisons de se déplacer qui doivent être moins importantes que dans un temps normal. Quant aux salles de sport, Patrice, elles présentent des risques éventuels de contamination par plus grande proximité entre les personnes. Oui. Dans les salles de sport, par définition, on enlève le masque pour pratiquer l'activité sportive. On est dans des milieux clos. Et donc, un des éléments qui sont plus à risque que si on est à l'extérieur, et bien évidemment avec le masque. D'où le choix qui a été fait de réduire ce risque en fermant les salles de sport, les établissements sportifs clos. Pour la distinction bar-restaurant pour laquelle vous avez posé une question, la chose est simple, c'est produite en France aussi. Tout dépend de la prédominance du chiffre d'affaires. Est-ce que ça tient au bar ou au restaurant? C'est un critère simple, c'est celui-ci qu'il faut utiliser. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus précisément le système de dérogation pour les restaurants et pour tout ce qui est la partie culturelle? Donc le principe de base, c'est le couvre-feu à 20h. Donc tout le monde rentrait chez soi à 20h. Pour les restaurants, de manière à permettre au service du soir de s'accomplir complètement, une dérogation quant au service est mise en place jusqu'à 21h30. Bien évidemment, les personnes, la clientèle, se trouvera donc par définition en dérogation ou en anomalie par rapport à la règle du jeu d'être à 20h à la maison. Et donc une tolérance, une dérogation est donnée à la clientèle pour qu'elle puisse rentrer entre 20h et 22h, donc une demi-heure maximale après la fermeture du service, l'interruption du service du restaurant, à leur domicile. Pour justifier cela, et pas que le fait de se promener en principauté de 20h à 22h soit simplement par l'affirmation de « j'étais au restaurant », une attestation sera délivrée par le restaurateur à sa clientèle, selon laquelle cette dernière a quitté le restaurant à telle heure. Et donc, ça justifiera, si elle quitte à 21h30, qu'elle se trouve à 21h35 ou 40 encore sur la voie publique avant de rentrer à la maison. Ce même principe a été mis en place également pour les spectacles qui, bien que dans une reprogrammation vont être avancés par rapport à ce qui est habituel dans la programmation des spectacles, peuvent déborder de l'heure fatidique de 20h du couvre-feu. Et donc, de la même manière, les spectateurs
sur présentation du billet du spectacle, justifieront qu'ils puissent se trouver jusqu'à 22h sur la voie publique pour rentrer chez eux, les salles de spectacle ayant l'obligation de s'arranger dans leur programmation pour terminer toute activité liée à des représentations à 21h30 au plus tard. Qu'en est-il de l'éventualité d'utiliser des tests antigéniques? Alors, peut-être que Didier, vous pouvez faire un point général sur la question des tests. Alors, je vous fais, si vous le voulez bien, par rapport à votre question extrêmement pertinente, un point sur les tests. Donc, vous le savez, nous testons massivement en test PCR actuellement en Principauté de Monaco. Et c'est unanime, le test qui est le plus fiable. C'est la référence. La semaine dernière, nous avons testé 1700 personnes. 1700 personnes sur une semaine, ce qui est la preuve de l'effort extrêmement conséquent du département. Et nous réalisons certaines journées 400 prélèvements PCR par jour en Principauté de Monaco. Donc nous sommes totalement engagés dans l'application de l'axiome tester, tracer, isoler. Alors c'est une charge importante et bien sûr il faut remercier toutes les personnes qui s'engagent, les infirmiers, l'hôpital, les administrations et la mairie qui nous met à disposition l'espace Léo Ferré. Et nous testons les personnes symptomatiques, vous le savez, les cas contacts, les personnes qui sont en pré-admission pour une hospitalisation, les personnes qui doivent voyager, puis également celles qui ont un petit peu d'angoisse. Nous les testons volontiers. Donc il n'y a pas de tri. Nous prenons tout le monde, ça c'est très clair, tout le monde sur indication médicale. Et si nous nous comparons, le ministre l'a dit, nous faisons plus de tests qu'ailleurs, par exemple 3 fois plus de tests qu'en Italie ou qu'en Suisse, la Suisse pourtant est réputée pour cela. Nous testons 4 fois plus que la ville de Nice et 2 fois plus que par exemple Paris et Marseille, qui sont les villes de France qui testent en ce moment le plus. Nous en faisons 2 fois plus. Et puis nous allons bien sûr continuer, c'est-à-dire ne pas relâcher les efforts, c'est-à-dire prélever largement et répondre ainsi aux besoins de la santé publique. Et nous allons élargir les priorités. Je vous l'avais dit, jusqu'à présent, les symptomatiques, les cas contacts essentiellement. Élargir les personnes que nous allons continuer à dépister. L'idée, c'est d'augmenter encore les publics qui vont être concernés par ces tests. Alors comment ? D'une part, vous le savez, est comme prévu un automate qui avait été commandé au printemps dernier et doit être livré au centre scientifique de Monaco. Il le sera dans les prochaines semaines. C'est un automate Roche de grande capacité qui permettra de développer les capacités d'analyse. Et comme nous pourrons analyser beaucoup plus, nous allons pouvoir continuer à prélever davantage. Cet automate fait 400 analyses par jour, auxquelles s'ajoutent les analyses qui sont réalisées au CHPG et dans le laboratoire privé de Monaco. Alors pour qui ? Pour les personnes qui sont plus exposées. Alors on peut penser aux danseurs des ballets, par exemple, qui par définition ne portent pas un masque quand ils se donnent en représentation. Pour les musiciens de l'orchestre, pour les chanteurs d'opéra, c'est d'actualité. Mais aussi pour les intervenants de services publics de première nécessité. On peut penser à la sûreté publique, on peut penser aux pompiers, on peut penser aux carabiniers. Il est légitime que nous les testions. Et en test PCR. Mais, et là j'en viens à la question que vous posiez, également en tests alternatifs. Alors le gouvernement avait indiqué qu'il expérimentait ces tests et nous l'avons fait. Jusqu'à présent, ces derniers n'étaient pas totalement fiables. Il y avait une dégradation de la qualité du rendu. Or, nous ne voulions pas baisser le niveau de la qualité de la prestation. Et puis, contrairement à ce qui était mentionné, c'était des tests dits rapides, mais il n'était pas si rapide que cela, parce qu'il fallait une demi-heure à peu près pour avoir le résultat. Et de surcroît, il y avait une manipulation assez conséquente, puisqu'il fallait écouvillonner la personne, mettre dans une enceinte thermostatée, c'est-à-dire mettre pendant 10 minutes dans un petit conteneur à 60 degrés, et ensuite de cela, faire l'analyse. Donc c'était un peu compliqué. Alors depuis, les techniques ont évolué, depuis de nouveaux dispositifs sont sortis sur le marché, depuis ces dispositifs ont été agréés au niveau européen et français, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a commandé massivement des tests que nous recevrons en début de semaine prochaine, plusieurs milliers de tests qui vont permettre, d'une façon différente, de continuer à tester largement notre population. C'est plus rapide, c'est fiable. L'idée étant que nos préleveurs pourront utiliser ce type de dispositif, mais au-delà, et comme nous l'avions fait pour les TROD, la petite goutte de sang au bout du doigt, les infirmiers et les infirmières à domicile,
les médecins en cabinet, et puis les pharmaciens aussi, quand ils auront été formés à l'écouvillonnage, pourront également proposer ce type de prestations pour rassurer la population. Donc tout ceci est bien avancé. Nous nous inspirons de ce qui s'est fait en France, puisque la France vient récemment de mettre à la nomenclature médicale la prise en charge de ce type de dispositif. Donc nous allons dans cette direction. Dernière précision, ces tests alternatifs, donc antigéniques, si le test est douteux ou positif, l'idée ce sera de confirmer cette éventuelle positivité par un prélèvement PCR. Donc là, on est vraiment sur un dispositif qui monte en puissance. Dernier élément, les tests salivaires, ils sont plus souples, ils sont répétables, ils seraient plus confortables. Pour l'instant, ils ne sont pas fiables. Donc nous restons sur le test antigénique par prélèvement nasopharyngé. Le gouvernement donc s'engage totalement dans la mise en place de dispositifs de tests à large échelle en utilisant tous les moyens fiables disponibles. Merci. L'établissement scolaire, comment est-ce que ça va fonctionner puisque voilà, il reste ouvert? Alors, comme l'a indiqué Monsieur le ministre d'État, l'ensemble des établissements scolaires et les crèches de la Principauté resteront ouverts, comme ils l'ont été depuis la rentrée des classes de septembre dernier, dans des conditions similaires. Le dispositif, les protocoles sanitaires qui avaient été élaborés sous les directives de la DASA et du département des affaires sociales et de la santé avaient été traduits dans chaque établissement par des protocoles sanitaires spécifiques aux établissements. Et ils ont, je dirais, montré leur efficacité, puisque, je le rappelle, plus de 650 cas contacts ont été testés dans les établissements scolaires, puisque des personnes avaient été détectées positives par une contamination extérieure aux établissements. Et sur ces 650 cas contacts, seulement 2 personnes, un élève et un membre du personnel, se sont révélés positifs. Donc une efficacité du dispositif sanitaire dans les établissements scolaires avérée sur les 7 premières semaines de la rentrée des classes. Donc le dispositif va continuer avec une attention, une vigilance encore plus grande encore en matière de mesures sanitaires, donc notamment les cours d'éducation physique et sportive et les cours de natation seront suspendus pendant le mois qui vient. Les mesures relatives à la cantine scolaire seront encore plus, je dirais, mises en œuvre avec attention, avec un élargissement, si possible, des plages d'ouverture des cantines scolaires, une aération des lieux dans lesquels les repas se prennent, puisque c'est les endroits dans les établissements scolaires où les élèves enlèvent le masque pour pouvoir déjeuner. Donc, un respect des distances sanitaires, bien évidemment, entre les élèves, que ce soit pendant les repas, mais également dans la file d'attente pour prendre les plateaux dans les cantines. Donc, voilà le dispositif qui est mis en œuvre. Je précise à cette occasion que le dispositif que le gouvernement avait décidé de faire porter le masque par l'ensemble des élèves des cours du CP jusqu'à la terminale et même au-delà, demeurera bien sûr en vigueur. On ne remet pas en cause cette disposition qui a fait partie du dispositif sanitaire et qui a porté ses fruits. Voilà. Bonjour. Ma question concerne les établissements qui vont être fermés du fait du couvre-feu. Quelles aides vont être apportées à ces établissements? Je pense notamment aux bars, aux salles de sport et aussi au monde culturel qui va se retrouver amputé de sa clientèle française du fait du confinement. 2 ministres vont vous répondre. Alors, je commence par le volet qui concerne la prise en charge des salariés eux-mêmes. Quand l'activité s'arrête, évidemment, le salarié ne peut pas poursuivre son activité. Et donc, ce dernier pourra être placé en position de CTTR, donc chômage total temporaire renforcé, avec la précision suivante que dans cette hypothèse, comme c'est le gouvernement qui demande à l'opérateur économique de suspendre, d'interrompre son activité, eh bien, il sera remboursé à 100% par l'État du maintien du revenu qu'il aura assuré à ses collaborateurs. C'est la même règle que celle qui avait été mise en œuvre lors du confinement du printemps dernier, et c'est la même qui a continué à s'appliquer au demeurant pour les établissements de nuit qui, vous le savez, n'ont pas été autorisés à rouvrir depuis le confinement. Donc 100% de prise en charge par l'État du CTTR pour les salariés concernés. Et
Puis il y a aussi les autres types d'aides, comme la commission d'accompagnement à la relance économique, son acronyme donc la CARE, qui avait été mise en œuvre pour la période des mois d'été et qui, je le rappelle, se poursuit. Les personnes qui étaient éligibles et qui en ont fait la demande se voient aujourd'hui encore, si vous voulez, prises en compte. Certaines des entités, soit parce que justement elles n'avaient pas un chiffre d'affaires qui avait suffisamment baissé, mais ça pourrait être le cas aujourd'hui, ou qui se retrouveraient affectées par les mesures de fermeture administrative des prochaines semaines, pourront bien sûr, même si elles ne l'ont pas fait pendant l'été, à nouveau porter leur candidature. L'idée, c'est que ce dispositif sera bien évidemment maintenu au moins jusqu'à la fin de l'année et très probablement pour qu'il enjambe l'année 2021 comme le CTTR et au vu de l'évolution de la situation, qu'il sera également étendu jusqu'à mars 2021. Je rappelle qu'existe également un dispositif qui était l'exonération partielle des charges patronales, un dispositif qui jusqu'à présent était réservé aux secteurs les plus touchés, notamment, on le sait tous, le tourisme, l'événementiel et bien sûr aussi la restauration. Ce dispositif, jusqu'à présent, n'était éligible, enfin, n'y était éligible que les entités réalisant moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et je rappelle que cela a été porté à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, comme pour les entités éligibles à la CARE. Donc les dispositions se poursuivent, que ce soit pour le soutien à l'emploi ou le soutien aux entreprises, notamment par la prise en charge d'une partie de leurs charges fixes, comme les loyers, qui inévitablement vont continuer à courir pendant les semaines qui viennent. Et peut-être en préemptant une question, mais c'est vrai qu'il y a un point qui n'a pas encore été évoqué, qui lui aussi fait l'objet d'une adaptation et d'une dérogation. L'adaptation parce que les horaires vont être réduits, mais une adaptation parce que cela ira au-delà du couvre-feu, ce sont les salles de jeu. Donc les salons de jeu de la Société des Bains de Mer et, pour faire court, les appareils automatiques, donc essentiellement aujourd'hui le Casino Café de Paris, bénéficieront des mêmes mesures dérogatoires que celles qui ont été annoncées pour les restaurants et pour les institutions culturelles. Les personnes pourront donc, dans les salons ou aux appareils automatiques, jouer jusqu'à 21h30, heure à laquelle ils se verront remettre une attestation, comme pour les restaurants, comme pour la culture, leur permettant de regagner leur domicile au plus tard à 22h. Merci. J'ai deux questions qui n'ont rien à voir, mais peut-être j'en profite si vous me permettez de les poser, comme ça c'est fait. La première, c'est que vous avez indiqué que Mme Gramalia pouvait s'exprimer sur le monde du bâtiment. Est-ce que ça signifie qu'il y a des évolutions qui ont été prévues? Et la deuxième, c'est par rapport à la vaccination contre la grippe. Vous avez appelé à ce que les gens se fassent vacciner. On a vu qu'en France, il y avait des tensions au niveau du nombre de vaccins. Je voulais savoir à Monaco ce qui se passe. Alors très rapidement, dans le secteur du BTP, non, il n'y a pas de modification. C'est un secteur clé pour l'économie de la Principauté de Monaco. Comme l'a fait la France, nous avons choisi de ne pas arrêter les chantiers. Tout cela se fera bien sûr, comme ça a déjà été le cas, dans le strict respect des règles sanitaires qui ont été prises suivant l'arrêté ministériel d'avril de cette année, avec des contrôles accrus. Et depuis, nous avons fait beaucoup de contrôles sur les différents chantiers de la Principauté. Et nous sommes rendus compte vraiment que les règles sanitaires étaient respectées, avec la prise de température à l'entrée des chantiers, les ouvriers qui ne pouvaient pas sortir, qui mangeaient à l'intérieur des chantiers. Donc un strict respect des mesures qui n'entraîne pas à ce jour de modification.
Alors, sur le volet vaccination contre la grippe, qui est important, puis c'est intéressant que les médias relayent ces éléments. Le gouvernement invite la population à se faire largement vacciner, vous l'avez vu. Pour fixer les idées, l'année dernière, 4500 doses de vaccins avaient été distribuées en principauté de Monaco, essentiellement par les pharmacies d'officine. Cette année, nous anticipons une vaccination beaucoup plus importante pour fixer un ordre d'idée. Depuis le lancement de la campagne, sachant que ce sont les personnes prioritaires qui ont pu se faire vacciner jusqu'à présent, pratiquement 2000 personnes se sont fait vacciner en principauté de Monaco, donc résidents à Monaco prioritaires. Pour anticiper une éventuelle difficulté d'approvisionnement, les pharmacies d'officine et la pharmacie du CHPG ont commandé 5000 doses de vaccins. Toutes les doses ne sont pas encore arrivées en principauté de Monaco. De son côté, pour sécuriser l'approvisionnement, j'avais donné des instructions que nous constituions un stock stratégique d'État de 20 000 doses. 20 000 doses. Les 20 000 doses sont en principauté de Monaco. Et donc nous allons continuer la campagne de vaccination en invitant à partir de la semaine prochaine les résidents de la principauté à se faire vacciner. Nous demandons aux pharmacies d'officine, nous demandons aux personnes qui vont administrer le vaccin de faire la photocopie de la carte de résident ou d'identité de la personne concernée pour que nous réapprovisionnions au fur et à mesure sur stock stratégique d'État. Merci. Oui. Simplement, est-ce qu'il est prévu des sanctions en cas de non-respect du port du masque dans l'espace public? Je vais répondre sur les sanctions. Effectivement, les sanctions qui sont d'ores et déjà prévues dans les décisions ministérielles prises pour lutter contre l'épidémie vont être à nouveau prévues pour le non-respect des mesures prises à compter de dimanche. Tout à fait. Ce sont des amendes avec différentes gradations d'amendes, mais ce sont des amendes. Vous parliez tout à l'heure de la porosité avec les frontières françaises. En France, bon, il y a un confinement, mais on peut quand même faire quelques kilomètres pour faire des courses. Est-ce que des habitants de communes limitrophes pourront venir faire des courses en principauté? Est-ce que vous avez aussi prévu de réguler ça, notamment pendant le confinement du printemps? Il y avait eu parfois beaucoup de monde au centre commercial de Fontvieille, ce qui avait poussé à une régulation. On verra cela. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut... D'abord, ça se limitera aux communes les plus proches, parce que le déplacement par la réglementation française est tout à fait étroit en termes de durée de temps possible. Il est évident que les choses doivent normalement se passer, sauf s'il y avait un afflux considérable qui puisse engorger un certain nombre d'établissements, ça on verra. Mais il est évident aussi que les ressortissants français qui viendraient faire leurs courses à Monaco devront obligatoirement porter le masque et prendre toutes les dispositions nécessaires en matière de sécurité. Oui, est-ce que vous envisagez la réouverture de la cellule d'écoute anonyme? Alors en fait, cette cellule d'écoute n'a jamais été interrompue, puisqu'il y a ce qu'on appelle le centre d'appel, qui est là pour prendre en compte les demandes des différentes personnes résidant en principauté ou salariés et répondre à leurs interrogations, d'une part. Et puis d'autre part, il y a un centre de suivi des patients. Et dans ce cadre-là, si nécessaire, mais ça ne nous a pas été demandé récemment, si nécessaire, il y a une capacité effectivement d'écoute et qui permettrait à la personne d'être rappelée par un psychologue, puisque nous avions mis en place une équipe au printemps dernier, qui est toujours opérationnelle, et pour pouvoir rassurer une personne qui se montrerait inquiète. Et je souligne que de la même façon, la Croix-Rouge monégasque est toujours à nos côtés pour amener les produits de première nécessité ou de la nourriture aux personnes qui, un temps, doivent rester à leur domicile le temps de la guérison. Merci. Pour revenir peut-être à la question que vous posiez, j'y pense bien sûr, pour les transferts possibles de clientèle. Pour les supermarchés, les commerces alimentaires, ils ne sont pas fermés en France. Donc le besoin de transfert n'existe pas. Sauf si les gens considèrent qu'ils préfèrent venir dans telle ou telle grande surface ici. La deuxième chose aussi, c'est un autre argument concernant les bars. À un moment, quand la réglementation française sur les heures de fermeture des bars avait évolué, s'était faite plus stricte dans les Alpes-Maritimes, certains avaient dit, risque-t-il d'y avoir un report de clientèle? Donc la fermeture des bars ici a aussi comme objectif d'éviter ce report de clientèle.
J'ai plusieurs questions concernant différents établissements. Vous ne les avez pas évoqués au moment dans votre préambule. Je pense notamment aux cérémonies religieuses, les mariages, les funérailles, les cimetières. Est-ce qu'ils vont rester ouverts normalement? Je pense également au spa, massage. Comment ça va se passer pour ces établissements? Alors, je rappelle d'abord que les lieux de culte n'ont jamais fermé en principauté. Il y a eu des conditions d'accueil dans ces lieux de culte qui ont été particulières durant le confinement. Depuis la sortie du confinement, des règles sanitaires pour l'installation des fidèles dans les différents lieux de culte ont été édictées et rien ne change en la matière avec les mesures prises aujourd'hui. Donc les cérémonies, mariages, funérailles restent dans le respect bien évidemment des règles sanitaires indiquées et le cimetière est également ouvert bien évidemment. Alors pour les spas, pour les spas, dans le même esprit que celui qu'anime le gouvernement, la décision a été prise de suspendre temporairement ce type d'activité. Alors il faut bien faire la différence. Une manucure, par exemple, peut évidemment continuer à être opérée, puisque la personne porte un masque et puis en général il y a un plexi. En revanche, il y a un peu plus de risques pour les massages ou les spas à proprement parler, les centres de remise en forme et de wellness. Et donc l'idée, c'est que ce type d'activité est suspendu pendant la durée considérée. Oui, monsieur. La question, si vous avez évoqué la situation dans les services de réanimation, monsieur le ministre. Monaco fait partie du plan blanc. Aujourd'hui, Monaco n'est pas saturé. Est-ce que Monaco serait capable aujourd'hui d'accueillir des patients de la région voisine qui a envoyé la semaine dernière 6 patients à Brest? Voilà. Est-ce que Monaco est capable d'accueillir actuellement des patients venant de France? Alors, nous sommes en relation étroite avec l'Agence régionale de santé, avec laquelle les relations sont excellentes. Et Benoît de Sévelage, directrice du CHPG, elle-même est en rapport étroit avec le directeur général du CHU de Nice. Et dans cet esprit, si c'était nécessaire, nous pourrions jouer la complémentarité. Je rappelle qu'au printemps dernier, le CHU avait été conduit à accueillir certains patients résidant à Monaco. Il est légitime que la solidarité puisse s'exercer également dans ce cadre-là. On peut même ajouter, parce que ce n'est pas puisqu'on ne donne pas d'identité, on ne les connaît pas, que parmi les personnes actuellement en réanimation, il y a des personnes qui ne résident pas à Monaco. Je faisais référence notamment la semaine dernière des patients de PACA qui ont été envoyés à Brest. Si Monaco n'était pas saturé, pourquoi ces patients ne sont pas venus en principauté? Oui. Alors que vous sachiez, parce que ça ne s'est pas su, que le centre cardio-thoracique de Monaco accueille à l'heure actuelle 3 patients venant de Fréjus et qu'il a été également approché par l'Institut Arnaud de Sanck, donc qui est spécialisé dans les pathologies cardiaques sur les bords du Var, donc près de Nice, et que nous jouons par conséquent la solidarité et la complémentarité, évidemment. Est-ce que vous avez eu des échanges avec la SNCF et la région Sud sur le nombre de trains qui rallieront Monaco? Est-ce que le confinement en France ne va pas impliquer une baisse du trafic, alors même que des milliers de salariés vont continuer à venir travailler à Monaco? Alors effectivement, dans la première, au mois de première partie du confinement, la baisse des trains avait été effective. Je n'ai pas encore pris contact avec la SNCF et nous allons faire un point rapidement au niveau de la SNCF et je vous tiendrai au courant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais juste simplement savoir si par rapport à l'attentat qu'il y a eu hier à Nice, est-ce que Monaco a renforcé son dispositif sécuritaire pour les lieux de culte, pour les écoles ou aux points frontières? Oui, sans vous avoir répondu là-dessus tout à l'heure. Je vous ai dit ça pour commencer dans mon exposé. Le ministre de l'Intérieur a donné des instructions à l'ensemble des forces de sécurité pour redoubler de vigilance, et notamment à l'égard des points les plus sensibles, dont font partie les lieux de culte. Pour les frontaliers, par exemple, italiens qui viennent travailler à Monaco, qui ne peuvent pas faire du télétravail parce que l'activité ne lui consente pas, est-ce que c'est prévu de faire continuer à faire des tests? Oui, bien sûr. Il n'y a aucune limitation, comme je l'ai indiqué. Donc, nous testons toutes les personnes que nous devons tester. Dans l'hypothèse que vous évoquez, c'est le médecin du travail.
qui va être approché par le chef d'entreprise et qui, en dialogue, va déterminer quels sont les cas contacts à prélever. Et nous allons prélever les cas contacts, y compris chez nos amis frontaliers, évidemment, sans aucune limite et sans restriction. Dernière question. Oui, ça concerne le télétravail. Donc, on est d'accord, c'est un télétravail qui sera recommandé. Il n'est pas imposé pour les personnes qui peuvent le faire. Non, il est fortement recommandé. Il est fortement recommandé. Absolument. D'accord. Et juste un point peut-être, le télétravail, Monsieur le Ministre, vous aviez évoqué une possibilité qui soit mise en place assez rapidement avec l'Italie, qui n'était pas encore... Où en est-on aujourd'hui? Est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui prétendre à... Oui, alors nous avons... Alors d'une part, le télétravail assoupli est effectivement mis en application, y compris concernant des personnes qui résident en Italie, des salariés à Monaco, mais qui résident en Italie. C'est déjà mis en application. Parce qu'au printemps dernier, nous étions rapprochés des représentations diplomatiques françaises et italiennes pour demander leur accord. Et la réponse avait été positive. Donc c'est fait. Au-delà de cela, dès 2015, le gouvernement Princi avait proposé aux autorités italiennes de mettre en place un cadre juridique pour permettre le télétravail. Et nous avons reçu la réponse favorable des autorités italiennes il y a 3 semaines maintenant. Nous avions proposé un échange de lettres avec une rédaction qui convient à nos partenaires italiens. Nous sommes en train de finaliser les discussions pour poser un cadre plus pérenne qui dépasserait la situation présente concernant les salariés à Monaco résidant en Italie. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais conclure très très rapidement. Comme vous le voyez, nous sommes très mobilisés. Nous sommes mobilisés parce qu'il faut que tous les Monégasques le soient et tous les résidents à Monaco le soient. Et nous comptons sur vous pour faire passer le message. Notamment, on a besoin de vous pour faire comprendre à l'ensemble des personnes qui habitent en principauté de la nécessité d'être très responsables, d'avoir un comportement respectueux des mesures barrières, d'éviter les rassemblements dans les domiciles et les résidences. C'est le premier point. Deuxièmement, la mobilisation, elle est très forte avec l'ensemble de nos partenaires. Nous travaillons étroitement avec le Conseil national, notamment pour l'élaboration de ces mesures, tout cela sous l'autorité du prince souverain, mais nous travaillons également avec la mairie, avec les entreprises, avec les associations, et nous sommes tous engagés vers le même objectif, c'est-à-dire lutter contre cette pandémie. Et la mobilisation est vraiment nécessaire de tous. Voilà, merci beaucoup.